Je suis ravi au nom du bâtonnier de vous accueillir ici, dans la Maison du Barreau, pour cette deuxième soirée du cycle de conférences consacrée au thème « L'avocat dans la démocratie, l'avocat politique » avec un point d'interrogation. Ce cycle de conférences, il a débuté en octobre dernier avec Francis Spinner et Gilles Simeoni. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir deux avocats au barreau de Paris par ailleurs, Thibault de Montbrial, qui est à ma gauche, et Raphaël Kempf, qui est à ma droite. Thibault de Montbrial, je vais vous présenter brièvement, et après ce sera votre tour, Raphaël Kempf. Vous êtes avocat, je l'ai dit, vous êtes fondateur du think tank CRSI, qui est le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous êtes aussi membre de l'ADAP, l'association des avocats pénalistes, et vous avez fondé votre cabinet en 1998. Vous exercez en droit pénal, vous y reviendrez, et vous avez une carrière militaire puisque vous êtes ancien parachutiste, vous êtes lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, vous êtes affecté à la direction générale de la gendarmerie nationale, si on m'a bien renseigné, et vous y intervenez en qualité de spécialiste dans l'usage des armes. Vous intervenez aussi en tant que conférencier sur la légitime défense opérationnelle. Vous nous en direz plus là aussi. Et enfin, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, tels que Le sursaut ou le chaos, publié en 2015, ou encore Osons l'autorité en 2020. De l'autre côté de la scène, Raphaël Kempf. Vous êtes également avocat au barreau de Paris. Vous consacrez votre activité à la défense pénale, aux droits des étrangers et aux libertés fondamentales. Vous avez votre propre cabinet que vous avez fondé en 2016. Vous intervenez notamment sur des dossiers en matière de terrorisme, de troubles à l'ordre public, également de trafic de stupéfiants et dans des affaires criminelles de droit commun. On vous connaît peut-être plus récemment pour avoir été l'avocat de l'association, même si elle n'était pas reconnue, Les Soulèvements de la Terre. Vous comptez aussi plusieurs ouvrages à votre actif, puisque vous avez publié en 2019 et en 2022, c'est ça, ouais, respectivement Ennemis d'État et Violence judiciaire. Plus récemment également, vous avez été candidat sous la bannière du Nouveau Front populaire aux élections législatives de 2024 au sein de la première circonscription de Paris. Alors, avant toute chose, merci beaucoup d'être présent ce soir et d'avoir accepté cette invitation. Le bâtonnier et le Conseil de l'Ordre, dont je fais partie, ont souhaité que la Maison du Barreau devienne un véritable lieu d'échange et surtout un lieu de débat, qu'il soit vraiment le lieu où le principe du contradictoire s'exprime avec force. Alors évidemment, nous, avocats, nous le savons bien, nous ne sommes pas toujours d'accord, nous sommes d'ailleurs souvent en désaccord, nos débats, nos discussions peuvent être houleux, nous partageons des opinions différentes et quand nous les défendons, notre ministère d'avocats fait que nous devons le défendre avec fermeté. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Qui aimerait qu'au motif que nous portons tous la même robe, nous soyons toujours alignés sur tout? Non, justement, c'est parce que nous portons la même robe et que nous sommes soumis aux mêmes règles que nous pouvons débattre de sujets de fond, que nous pouvons confronter nos idées, élever le débat, et fort de nos principes et de nos valeurs, fort de cette confraternité à laquelle nous sommes tous ici très attachés. Ce soir n'y fera pas exception, mais ne vous inquiétez pas, après toutes ces discussions sérieuses, on ira boire un verre. Alors sans plus attendre, je vais vous proposer une question, d'ouvrir le débat par une question. À vous, Raphaël Kempf. L'avocat a-t-il nécessairement un rôle politique à jouer? Il est souvent placé comme le garant des libertés publiques. Qu'en pensez-vous et quel peut être le rôle de l'avocat dans nos sociétés contemporaines? Alors, la réponse est assez facile. Oui, je considère que l'avocat est politique et est nécessairement politique, mais si j'ai dit ça, c'est évidemment insuffisant. Je considère à travers ma courte carrière d'avocat l'immense chance que j'ai eue d'être confronté à un grand nombre de problèmes politiques contemporains, et je pense qu'il y a peu de métiers qui, dans notre société, permettent à des professionnels d'accéder et de débattre et d'être confrontés à un grand nombre de questions extrêmement diverses et qui mettent en jeu la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années que je suis avocat, j'ai évidemment été confronté, naturellement comme pénaliste, à la question de la prison,
à la question de l'isolement carcéral, à la question des conditions de détention, qui sont des questions sociales importantes. Mais j'ai aussi eu une activité en lien avec des questions de bioéthique et de procréation médicalement assistée. Donc j'ai été confronté à ce type de problématiques. J'ai été confronté à des problématiques de maintien de l'ordre, de droit public, de droit constitutionnel, en ayant été à plusieurs reprises devant le Conseil constitutionnel pour porter des QPC. J'ai été confronté, à travers une activité en droit d'asile, à des questions géopolitiques absolument importantes aux quatre coins de la planète. Donc je pense qu'avec le peu de recul que j'ai sur le métier que j'exerce comme vous, je me rends compte de l'immense chance que constitue le fait d'être avocat pour se confronter à ça et pouvoir nourrir notre réflexion sur la société à partir de ce que nous connaissons et ce que nous apprenons dans nos dossiers. Sur l'année qui vient de s'écouler, je me suis retrouvé à plusieurs reprises à défendre des familles de Palestiniens de Gaza qui avaient fui la bande de Gaza après les bombardements et dont la bande de Gaza a fait l'objet et fait toujours l'objet aujourd'hui. Je me suis rendu dans le cadre de mon activité professionnelle cet été en Égypte, au Caire, pour rencontrer certains de nos clients. Donc maintenant, je suis associé avec Maître Ruiz. Certains de nos clients, je les ai rencontrés là-bas en Égypte pour qu'ils me racontent et qu'ils m'expliquent ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé dans la bande de Gaza et comment je pouvais essayer de faire pour aider ces personnes à venir en France. Donc un champ d'activité qui de fait est extrêmement varié et nourrit ma réflexion sur le monde social et nourrit aussi, dans une certaine mesure, une forme de colère sur ce monde social, colère qui trouve une traduction politique. Et parce que nous sommes avocats, nous devons mettre des mots sur de la colère, pouvoir l'exprimer pour qu'elle puisse être entendue. Et donc oui, dans mon activité d'avocat, je suis confronté à la violence de la justice, à la violence de la prison, à la violence, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler, de la police. Donc je suis confronté à des personnes qui sont victimes de ces différents types de violences. Et peut-être que cela me donne des outils et des moyens pour traduire politiquement ce que je sais du monde social et pouvoir porter une parole dans l'espace public et politique comme j'ai pu le faire avec cette campagne de 2024 aux élections législatives où je me suis présenté pour le nouveau Front populaire. Merci Raphaël Kempf. Thibaut de Montbrial, avez-vous le même point de vue sur le rôle de l'avocat dans la cité que Raphaël Kempf? Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et de débattre avec Raphaël. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le rôle de l'avocat au quotidien, dans la gestion de ses dossiers, de la place plus générale qui peut être, mais qui peut aussi ne pas être la nôtre. Je m'explique. Au quotidien, l'avocat n'a qu'une seule mission, c'est de défendre les intérêts particuliers de ses clients. Et quand j'entends régulièrement des avocats ici et là, notamment dans les médias, expliquer que les avocats sont chargés de défendre les libertés publiques, c'est absolument faux. Ceux qui sont chargés de défendre les libertés publiques dans la Constitution, c'est les juges. Est-ce qu'ils le font bien ou pas, c'est une autre question. Mais du point de vue du rôle de chacun, le rôle de l'avocat, c'est de défendre les intérêts particuliers de son client. Ensuite, ça n'exclut évidemment pas, si on élargit par rapport à l'appétence qu'on peut avoir, et là je rejoins totalement Raphaël, il faut le noter, parce que ça ne va pas forcément être le cas toute la soirée, mais ce qu'a dit Raphaël est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, avocat étant un métier de combattant, en tout cas avocat contentieux et en tout cas avocat pénaliste, on se trouve, parce que la vie fait que, et le métier fait que, on peut défendre des dossiers qui vous sont chers et ne pas aller vers des causes qui vous sont moins, bah forcément, on va se rapprocher d'un certain nombre d'idées que l'on va défendre à travers les dossiers qu'on a, et puis ensuite peut-être par extension on va en sortir et rentrer dans un rôle plus purement politique, comme Raphaël l'a expliqué, et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, il y a un vrai rôle de l'avocat dans la cité,
avec une vraie plus-value, qui est que la plupart des avocats, notamment ceux qui sont formés par la rudesse de l'audience pénale, ont en général une éloquence moyenne qui est globalement supérieure à la moyenne et qui aujourd'hui est très largement supérieure à l'éloquence politique que l'on peut voir ici ou là. Mais donc moi je fais bien ce distinguo entre les dossiers au quotidien et puis l'engagement général. Et dernier mot avant de vous laisser rebondir, ce que je trouve formidable dans ce métier qui nous unit, et qui nous unit tous, hein, vous dans la salle et nous sur l'estrade, c'est que si on s'accroche un peu au début, le métier d'avocat est un des seuls qui vous permettent de vous battre pour ce que vous aimez. Alors on n'est pas obligé d'aimer tous les types de dossiers et tous les clients, ça c'est pas possible. Mais si vous aimez le cinéma, bah vous devenez avocat dans le cinéma. Si vous devenez la musique, vous devenez avocat dans la musique. Et pour le pénal, si vous êtes sensible par exemple à l'injustice sociale, ce qu'a dit Raphaël, eh ben il développe sa vie professionnelle en rapport avec ce combat qui lui est cher. Et on a beau ne pas être d'accord, je trouve ça formidable parce que le métier d'avocat est un des seuls qui permettent cet épanouissement. Raphaël Kempf, peut-être ajouter un mot? Non, mais oui, parce que est-ce que c'est l'avocat qui défend les libertés ou le juge? C'est un peu une lapalissade, mais si on attend du juge qu'il défende tout seul les libertés, il n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons là pour que nous demandions au juge et que nous fassions appliquer des textes fondamentaux par le juge, parce que sinon, cela n'arrivera jamais. Et je pense que laisser les juges tout seuls, laisser les juges décider tout seuls sans qu'il y ait des avocats pour leur dire quels sont les textes fondamentaux, ça ne donne jamais rien de bon. Et c'est vrai que les quelques procédures qui existent où les juges statuent sans la présence de l'avocat donnent rarement de très bons résultats. Et ce sont par exemple les procédures devant le Conseil d'État sur la question de l'effacement des fiches S, qui est une procédure un peu spécifique que j'ai eu l'occasion de pratiquer, où si vous êtes fiché S et que vous souhaitez faire effacer votre fiche S, vous devez aller devant le Conseil d'État où des magistrats habilités secret défense vont prendre une décision sur la base de documents auxquels vous, avocats, nous n'avons pas accès et vont décider ainsi sans que nous n'ayons pu défendre les droits fondamentaux. Et dans ce type de procédure, on voit bien que les juges ne défendent pas spontanément les droits fondamentaux, mais également dans les situations, pour les pénalistes, les situations où on est confronté à des ordonnances pénales, où les juges prennent leurs décisions tout seuls, et où il n'y a absolument aucune, sauf contestation ultérieure, mais au moment où le juge prend sa décision et valide une ordonnance pénale, eh bien, il n'y a strictement aucun, enfin c'est mon expérience, aucun souci pour les droits fondamentaux à ce stade. Maintenant, peut-être pour essayer de retrouver une profondeur historique, parce que pour préparer ce débat, je me suis replongé dans la lecture d'un livre qui m'avait beaucoup marqué au début de mes études d'avocat, qui est le livre de Lucien Carpic sur la profession d'avocat et sur l'histoire du métier d'avocat dans notre pays. Alors, je ne vais pas revenir jusqu'au XIIIe siècle, hein, comme il le fait, mais en tout cas, il y a dans ce livre une période tout à fait fascinante, qui est la période des Lumières, et puis exactement de la fin du XVIIIe siècle, et juste avant la Révolution française, où l'avocat, la profession d'avocat, se constitue comme une profession libérale, politique, et, si je poussais le bouchon un peu loin, anti-autoritaire. Et c'est assez fascinant de voir que les idées de la Révolution française, qui sont les idées de la Déclaration des droits de l'homme, que nous plaidons chaque jour, et que moi, chaque jour, j'utilise dans les tribunaux pour dire aux magistrats « vous devez respecter les droits fondamentaux », eh bien, ces idées qui se cristallisent dans la Déclaration de 89 viennent notamment du combat mené par des avocats au XVIIIe siècle qui prenaient des causes particulières, et ça répondra peut-être, Thibault, un peu à ce que tu as dit tout à l'heure, et qui viendra peut-être un peu contredire ou critiquer la distinction nette que tu proposais entre la défense particulière dans un dossier et l'engagement plus global qui peut être le nôtre dans la cité. Au XVIIIe siècle, les avocats publient sous forme de libelles, des petits livres vendus sous le manteau ou pas, ils publient leurs plaidoiries dans des affaires particulières. Et en fait, c'est à travers la défense de cas particuliers qu'au XVIIIe siècle se constitue un barreau libéral qui vient défendre les libertés contre l'absolutisme royal. Donc j'ai pris quelques pages et je vais vous en lire une petite citation de ce livre. Donc on nous dit, nous dit l'auteur,
Le barreau, donc à cette période, critique l'absolutisme monarchique et intervient activement dans la définition et la revendication de droits civils et de libertés individuelles. Dans les luttes contre le pouvoir royal, le Parlement et le clergé, dans les polémiques qui animent la sphère politique, le barreau, par l'audace de son engagement et la capacité à se faire reconnaître comme le représentant du public, devient un acteur politique omniprésent et acquiert une dimension jusque-là inconnue. C'est cela qui nourrit la contestation de l'État comme l'exigence de la formation d'un sujet de droit. Je retiens de cette histoire qui est la nôtre, à nous, avocats, avocates. Je retiens que notre engagement a contribué à la cristallisation et la reconnaissance des droits fondamentaux pendant la Révolution française. Et je retiens aussi que cet engagement a été rendu possible par une critique de l'autorité. Évidemment, je sais tu as écrit un livre sur... tu as rappelé tout à l'heure sur l'ordre ou sur l'autorité, et je sais que tu es soucieux du respect permanent de l'autorité. Eh bien moi, la connaissance que j'ai de mon métier, c'est que nous avons une profession qui est une profession qui critique l'autorité. Il faut se rappeler aussi des raisons pour lesquelles notre serment aujourd'hui est celui que nous prêtons. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'avant 1981, je ne sais pas si ici il y en a qui ont prêté serment avant 1980, mais les avocats, certains prêtaient serment à l'époque de respecter l'autorité, de respecter les lois, de ne rien dire ni écrire qui soit contraire aux bonnes mœurs ou qui puisse mettre en danger la sûreté de l'État. Et nous savons aujourd'hui que nous, avocats, nous ne prêtons plus ce serment de respecter l'autorité, les lois et les bonnes mœurs. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit... J'en ai presque terminé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les lois. Mais ça veut dire qu'il y a une femme qui s'appelle Gisèle Halimi qui a mené en 1980 un combat absolument majeur pour faire abroger ce serment d'avocat et pour le changer. Parce que, disait-elle, il est absolument inconcevable qu'un avocat prête serment de respecter les bonnes mœurs, l'autorité et l'ordre. Sinon, moi, Gisèle Halimi, avocate, je n'aurais jamais pu signer la pétition par laquelle, avec des centaines d'autres femmes, je disais avoir commis une infraction pénale, à savoir avoir pratiqué un avortement. Et elle savait aussi que pour défendre des personnes qui, pendant la guerre d'Algérie, avaient été torturées, pour défendre des femmes qui avaient avorté, pour défendre des victimes de viol, elle savait qu'elle devait s'ériger contre les lois et contre l'autorité. Voilà ce que je voulais rappeler ce soir. Je profitais de cette tribune, on aura l'occasion d'en parler, pour essayer de rappeler cette généalogie anti-autoritaire de notre profession et qui est une des raisons pour lesquelles on peut et on doit s'inscrire et se battre politiquement dans la cité. Quand j'ai vu Raphaël sortir son papier, j'ai cru qu'il allait sortir mes tweets. On est fondamentalement, en fait, on est assez d'accord. Je vais vous préciser pourquoi. Ce que tu as décrit sur le rôle historique de l'avocat et sur l'accompagnement de l'arrivée de la démocratie à partir de la Révolution, c'est quelque chose qui est absolument incontestable. D'abord, c'est factuellement vrai. Et ensuite, il va de soi que, compte tenu de la nature même du rôle de l'avocat, de plaider devant des juges, c'est inciter le juge à interpréter le droit de telle sorte que finalement, surtout dans des régimes qui étaient à l'époque même une dictature, parce que pour résumer, c'était le cas, pour faire bouger l'ordre établi. Maintenant, moi, quand je disais que c'était les juges qui défendaient les libertés, c'était évidemment pas tout seul. Et évidemment, et là encore, point d'accord entre nous, c'est évidemment sur les plaidoiries de l'avocat que le juge est amené à réfléchir à l'évolution ou pas d'ailleurs de la jurisprudence. Mais moi, je vais rester à l'époque contemporaine. Moi, ce qui me frappe beaucoup, dans mon livre Osons l'autorité, que tu n'as pas eu le temps de lire, mais c'est pas un reproche, personne n'est obligé d'être maso. Si tu l'avais lu, tu te serais rendu compte que je n'appelle pas, et je distingue bien, sérieusement, l'autorité de l'autoritarisme. Ce qui aujourd'hui m'inquiète dans la société, c'est qu'on est arrivé à un point, mais qui est sans doute un mouvement extrême de balancier. Et il y aura un retour dont on voit déjà les prémices ici et là. C'est que ce qui faisait, et les avocats y ont beaucoup participé, ce qui a fait notre démocratie, ce qui a fait qu'il y ait une vision globale du bien commun
avec des gens qui considéraient que vivre en République était un bien commun supérieur à la protection de leurs propres individualismes et des particularismes de leurs individualités, est en train, et même a quasiment disparu. C'est-à-dire que l'état de droit est devenu l'état des droits. Et c'est une dérive que les avocats qui portent ces combats et qui défendent les intérêts particuliers de leurs clients, moi je ne leur en voudrais jamais. Ils font leur job au soutien des intérêts de gens qui ont des revendications. Mais par contre, le juge doit tenir bon. Et l'autorité, c'est de conserver à l'esprit que la liberté, et donc notre démocratie, ne peut pas survivre s'il n'y a pas un minimum de cadre. C'est-à-dire que paradoxalement, la liberté absolue, la reconnaissance de la primauté des droits de chacun, les verts, les rouges, les jaunes, ceux qui aiment ceci, ceux qui n'aiment pas ça, ceux qui veulent manger ci, ceux qui veulent pas manger ça, etc. Les LGBT, tout ça, on ne sait même plus. Aux États-Unis, on les appelle les alphabet people tellement il y a de lettres. Et à chaque lettre, et c'est pas du tout péjoratif de ma part, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque lettre correspond une finesse de défense qui finit par se retourner contre les revendications des autres lettres. On en arrive à une somme des individualités qui finit par faire s'effondrer le socle commun qui est le nôtre. C'est ça que j'appelle l'autorité. Vous savez, on avait eu un débat d'ailleurs un jour à la radio, je ne sais pas si tu te souviens, en 2015 ou 2016, c'était sécurité, liberté, l'état d'urgence est-il une atteinte à la démocratie, etc. La démocratie, elle a le droit de se défendre tout simplement parce que c'est quand on est en sécurité, au sens de la pyramide de Maslow, qu'on peut exercer ses libertés. La pyramide de Maslow, c'est les besoins de l'être humain. C'est un psychologue du milieu du XXe siècle aux États-Unis, et il a défini quels sont les besoins de l'être humain. Le premier, c'est la satisfaction des besoins physiologiques. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout ce qu'on veut ce soir. Si jamais on ne peut plus dormir ni manger, la discussion n'aura très vite plus d'intérêt. Et ensuite, une fois qu'on a satisfait nos besoins primaires, le premier besoin de l'être humain, c'est la sécurité et la quiétude, c'est-à-dire le fait d'être dans un environnement rassurant. Et à partir de là, il y a tout le reste, l'épanouissement, etc., etc. Donc il faut s'en souvenir. Et il ne faut pas virer à l'autoritarisme. Mais je suis d'accord, moi je ne suis pas un autoritariste. Mais je rappelle qu'à trop vouloir s'aborder le cadre dans lequel nous vivons, un jour il risque de s'effondrer. Et s'il s'effondre, il n'y aura plus de liberté pour personne, parce que chacun étripera l'autre au nom de ce qu'il considère être son propre droit. Et à ce moment-là, eh bien, ça aura été en réalité un recul considérable par rapport à tout ce à quoi les avocats, avec les juges, auront contribué et que tu as rappelé. Le diagnostic politique que j'essaye de faire sur la situation présente et la société dans laquelle on vit aujourd'hui et qui est partagé par un certain nombre de personnes, c'est celui qu'on désigne comme étant le néolibéralisme autoritaire, c'est-à-dire une situation dans laquelle le néolibéralisme est arrivé à un tel point que pour survivre face aux contradictions auxquelles il arrive, contradictions qui se matérialisent dans des inégalités qui sont sans cesse plus croissantes, une violence sociale qui est sans cesse plus croissante et qui s'exerce sur les plus pauvres et les plus précaires, eh bien, pour réussir à tenir, cet état du monde a besoin d'utiliser des modalités de répression qui sont assez inédites dans la période contemporaine. Et je pense et j'observe que nous sommes dans une période de glissement autoritaire. On n'est peut-être pas encore dans ce que tu désignes comme étant l'autoritarisme, mais on est sur cette ligne-là, et c'est quelque chose qui m'inquiète profondément, et c'est quelque chose que j'ai pu constater à travers l'exercice de notre profession, à travers l'exercice de la profession d'avocat, où depuis une dizaine d'années, je vois des lois sans cesse plus liberticides être adoptées, qui limitent toujours plus les libertés individuelles. Et là, je ne parle pas de liberté identitaire, je ne sais pas très bien à quoi tu faisais référence précisément, mais je parle de la liberté de pouvoir aller manifester, se mouvoir dans l'espace public, la liberté de ne pas être arrêté sur la base d'un simple soupçon qu'on ne peut pas contester selon des voies et en ayant accès à des preuves tangibles. Je dénonce l'inflation des peines, l'inflation carcérale qui résulte de procédures qui sont toujours qui permettent de façon toujours plus aisée et plus rapide d'envoyer des gens en prison. Voilà ce que j'observe depuis 10 ans.
Très concrètement, un des points de bascule dans ma pratique d'avocat, mais aussi dans le constat de politique que j'ai fait sur la société, c'est l'utilisation de l'état d'urgence après les attentats du 13 novembre 2015 qui nous ont tous évidemment bouleversés. Et ce que j'ai vu là, c'est que à partir de quelque chose qui apparaît comme parfaitement légitime et incontestable et que je ne remets pas en cause, à savoir la nécessité de lutter et de combattre des actes terroristes qui sont absolument terribles, au nom de cette nécessité-là, on s'en est pris à des libertés, comme par exemple la liberté de manifester. Et en novembre 2015, il faut se souvenir qu'à la fin du mois de novembre 2015, des militants écologistes qui souhaitaient manifester contre la COP21, qui est le sommet international sur le climat qui avait lieu à Paris, et qui manifestait pour le climat et pour que ce sommet aboutisse à quelque chose de réellement tangible, eh bien, ces manifestations ont été interdites au nom de la lutte contre le terrorisme. Au même moment, des militants écologistes ont été assignés à résidence, c'est-à-dire que, alors même qu'ils n'étaient poursuivis pénalement pour rien du tout, qu'ils n'avaient commis aucune infraction pénale, qu'on n'avait rien de pénal à leur reprocher, ils ont été assignés à résidence, c'est-à-dire qu'ils devaient pointer 3 fois par jour, ils avaient interdiction de quitter leur domicile de mémoire de 21h ou 22h jusqu'à 6h du matin le lendemain, sur la base d'un simple soupçon qui n'était pas étayé autrement que par des notes blanches des services de renseignement qui ne reposent sur rien, contrairement à un dossier pénal où on a accès aux preuves qu'on peut discuter contradictoirement. Donc nous voyons tous ce glissement vers l'autoritarisme avec des pouvoirs que je qualifie d'arbitraires au sens strict, d'un point de vue un peu technique, en ce sens que des représentants de l'État, que ce soit le préfet ou le ministre ou ses représentants, peuvent décider de mesures de contrainte à l'égard de personnes sur la base de simples soupçons qui ne peuvent pas faire l'objet d'un véritable débat contradictoire. Et donc, comme je vois ça, je suis bien obligé de tirer des conclusions. Je vois en 2019, après le début du mouvement des Gilets jaunes, tout d'un coup le gouvernement d'Édouard Philippe qui fait passer une nouvelle loi dite anti-casseurs qui vient restreindre encore plus le droit de manifester et augmenter l'échelle des peines pour certaines infractions et revenir sur un principe républicain fondamental qui est celui que certaines infractions politiques ne peuvent pas être jugées en comparution immédiate. Ça, on est juriste, donc on doit tirer dans l'histoire de la République, de notre droit, certains principes fondamentaux, et parmi ceux-là, il y a cette idée que les délits politiques font l'objet d'un traitement différencié, ne peuvent pas être jugés en comparution immédiate parce que c'est trop risqué, trop dangereux. Ça permettrait d'envoyer trop facilement en prison des militants, des opposants politiques. Et voyez, on est revenu d'un trait de plume en 2019, sans aucune contestation ou presque, sur des principes républicains qui sont pourtant ancrés dans notre droit depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Donc voilà, pour revenir sur cette notion d'autorité à laquelle tu faisais référence, Thibault, je la vois. Je vois cet autoritarisme vers lequel on va actuellement, et je m'en désole, et je pense que notre rôle comme avocat est de le voir, de le dire et de nous y opposer. La gravité de la situation actuelle, dont tu rappelais de certains aspects vus de la défense des intérêts de tes clients, c'est que, pour reprendre ce que j'ai appelé dans un de mes livres 40 années de lâcheté et de renoncement, les politiques successives qui se sont succédées à la tête de notre pays, mais plus généralement de l'Europe depuis globalement le début des années 70, n'ont pas fait le job. C'est-à-dire que à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu l'essor économique de la reconstruction, il y a eu cette volonté de se réunir pour éviter une troisième saignée en 30 ans, pour éviter une troisième guerre mondiale après les 2 premières, qui est quand même séparée de 20 ans l'une de l'autre. C'est quelque chose qui est tout à fait fascinant. Si on se transpose à nos propres vies, d'imaginer qu'il y a eu 2 guerres mondiales en 20 ans. Je vous laisse faire le calcul avec vos vies. Et donc il y a eu l'Union européenne, et il y a eu une espèce d'utopie, parce que pour moi c'est une utopie, qui est la prospérité économique née de la paix allait suffire à organiser toute la régulation sociale. Et du coup, on a progressivement abandonné comme tout ce qui est pourtant essentiel, qui est que pour qu'une entité fonctionne, que ce soit un foyer chez vous, que ce soit un cabinet d'avocats ou que ce soit un pays, il faut un minimum de règles et il faut des mécanismes pour faire respecter ces règles. Et si on ne fait pas respecter ces règles dès le début,
une fois que vous connaissez l'adage, une fois que les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand il y a des dérives, on peut les corriger si on s'en rend compte assez vite, mais si pendant 40 ans, petit à petit, on délaisse tout ce qui est fait, y compris, parce que c'est important, d'un point de vue identitaire, mais pas seulement, ce qui fait la cohésion psychologique, transcendantale, et puis très concrètement dans l'organisation de vie d'un État, on ne peut plus y arriver. Et donc aujourd'hui, on a au pouvoir des gens, on a depuis 40 ans, le produit de politiques qui sont des politiques professionnelles, qui sont donc entrées dans une logique de survie de leurs propres intérêts personnels par le maintien au pouvoir ou à l'accès au pouvoir le coup d'après, qui fait que le pouvoir en France aujourd'hui correspond un peu à une superstructure au sens marxiste du terme, c'est-à-dire que c'est une caste fermée qui fait tout pour empêcher des gens extérieurs et qui ont envie de changer un petit peu d'y parvenir. Et il y a une mentalité, et du coup, il y a tout ce qu'on voit lorsque les empires s'effondrent, c'est-à-dire un effondrement des mœurs de ceux qui sont au pouvoir, au sens pas des mœurs au sens précis du terme, mais de leur façon par rapport à la corruption, par rapport à la décence, la bienséance, etc. Il n'y a plus d'exemplarité et il y a une inflation législative qui aboutit à ce que les textes sont absolument impossibles à comprendre pour les avocats, pour les juges, avec un empilement de normes, des lois où il n'y a pas les décrets d'application, où la moitié, du coup, plus personne ne comprend comment ça marche. Et ce que tu décris, c'est l'effondrement d'un système. Et l'effondrement de ce système, sa base, c'est la perte d'autorité. Donc tout l'enjeu des années qui viennent, et c'est un sujet, moi c'est un sujet sur lequel je suis tout à fait lucide, sur le fait que les questions que tu poses sont des questions auxquelles il faut être attentive, mais c'est comment est-ce qu'on redresse la barre en évitant le chaos, le vrai chaos. On a un vrai risque de chaos en France. Comment est-ce qu'on peut encore redresser la barre en évitant le chaos? Et ça ne peut passer que par une politique d'autorité sur les fondamentaux. On va pas se lancer dans un débat de 3 heures, mais par rapport à tout ce que tu expliquais très concrètement, il y a des réponses qui sont possibles. Comment fait un État, une démocratie, quand elle doit faire face à une vague qui fait 10 mètres de haut et que tout moyen humain, matériel, financier confondu, on peut mettre que des sacs de sable sur 3 mètres? Ça, c'est notre problème par rapport aux islamistes en 2015. Comment on fait? Est-ce que on dit, comme tu dis et comme disent beaucoup de gens, tu as raison, tu dis, je suis pas le seul à le dire, mais tu as raison. Mais c'est pas parce que vous êtes nombreux à le dire que pour le coup, vous avez collectivement raison. C'est est-ce qu'il faut systématiquement attendre que l'infraction ait été commise pour réagir? Si on sait, parce que quand vous avez quelqu'un dont tout le parcours personnel exsude l'action violente dans un domaine donné, est-ce qu'à un moment, l'État n'a pas le droit de dire OK, pendant 12 heures, il va y avoir un événement, et pendant 12 heures, tu vas pas sortir. Et donc, on ne va pas prendre le risque que toi et un certain nombre d'autres veniez participer à cet événement avec des intentions violentes, et que nous ne puissions pas faire face, et que ça ait des conséquences sociales qui sont supérieures, et l'intérêt collectif est supérieur à la privation ponctuelle de liberté pendant 12 heures de 5 ou 6 individus. C'est un sujet philosophique, mais moi là-dessus, alors ça c'est un vrai point de désaccord, je pense que la collectivité, le bien commun, doit pouvoir permettre, de façon tout à fait exceptionnelle et limitée dans l'espace et dans le temps, il n'est évidemment pas question de mettre des gens dans des camps et de les priver de leurs droits, mais de ce que l'État puisse organiser face à une ampleur qui est le produit de ces 40 années de lâcheté et de renoncement, mais il n'empêche qu'aujourd'hui on fait avec ce qu'on a, eh bien il est absolument impossible que l'État ne puisse pas réagir, mais en se réorganisant, parce que si c'est juste d'empiler des textes avec des gens qui en plus n'ont pas de courage politique, ça ne mènera pas bien loin. Merci à tous les deux. Vous avez évoqué des dérives, des glissements. Si l'on ramène un petit peu les choses à nous, avocats, on constate que dans l'opinion publique, les avocats sont de plus en plus mis en cause, ils sont de plus en plus assimilés à leurs clients. C'est vrai dans l'opinion publique, c'est vrai aussi dans les débats qu'il peut y avoir au Parlement. Je fais référence au débat qu'il y a sur le narcotrafic, où il est envisagé de priver l'avocat du droit d'accéder à une partie du dossier en créant ce qu'on appelle le dossier coffre. Comment expliquez-vous ce glissement, Thibault de Montbrial? Et si vous l'expliquez, faut-il inverser cette tendance? Et si oui, comment? Parce que si c'est moi qui commence. Oui.
Le dossier coffre, il marche très bien en Belgique, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le dossier coffre, d'abord, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiarisés avec cette notion? Le constat qu'on fait, c'est que aujourd'hui, face à la faiblesse de l'État, il y a deux grands dangers qui peuvent nous mener à des conséquences gravissimes pour notre organisation sociale. Le premier, on en a dit un mot tout à l'heure indirectement, c'est l'islamisme, qui est un vrai sujet, l'islamisme politique, je veux dire. Et le deuxième, c'est la grande criminalité organisée, qui a des moyens absolument considérables et dont le grand public est en train de se rendre compte depuis notamment le rapport du Sénat du printemps dernier et depuis les déclarations de Bruno Retailleau, puisque c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur en activité a révélé l'ampleur du mal. Eh bien, on se rend compte qu'il y a des moyens absolument considérables avec, par exemple, la volonté d'enlever le ministre belge de la Défense il y a 2 ans, des menaces sur les enfants du roi de Hollande, un avocat et un témoin assassinés récemment en Hollande. Il y a 3 semaines, un complot avec une équipe qui était en bas du domicile du procureur général de Douai à Douai, où ce matin, la révélation de ce qu'un contrat avait été mis sur le chef des surveillants d'une prison française. Donc tout ça, ça va exploser. Il est à peu près certain que des magistrats et des policiers vont être tués dans les mois qui viennent, sans doute des politiques aussi. Nous avons une dérive que Retailleau a appelée la mexicanisation, que moi j'avais appelée avant la sud-américanisation, sauf qu'on n'a pas le même rôle social, donc ça prend plus de poids quand c'est lui qui le dit. C'est aujourd'hui une crainte absolument majeure des autorités qui se disaient à bas bruit depuis 2 ans et qui se dit maintenant ouvertement. Donc une fois qu'on a résumé ça, comment on fait ? La question est, est-ce que notre procédure pénale actuelle nous permet de lutter contre ça? La réponse est à l'évidence non. De toute façon, notre procédure pénale, par le biais des empilements de textes contradictoires les uns avec les autres, est devenue absolument imbitable et ne permet plus aux enquêteurs de police judiciaire de travailler, par exemple, pendant la durée de la garde à vue. Donc il faut forcément changer les choses. Dans quelle direction? Il faut qu'on en débatte, etc. Mais c'est indispensable de changer les choses. Donc j'en reviens au dossier coffre. Quelle est l'idée? L'idée, ça va être technique 2 minutes. C'est que parmi les outils qui existent en droit, qui existent aujourd'hui déjà dans le droit français, pour améliorer la capacité de la lutte contre la grande criminalité organisée, il y a ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête. Qu'est-ce que c'est que les techniques spéciales d'enquête? Ce sont des moyens extrêmement intrusifs, et dont Raphaël va nous dire tout le mal qu'il pense dans 2 minutes, qui permettent de sonoriser, d'écouter, de suivre à distance avec les moyens dernier cri de la technologie. Nous avons en France un fonctionnement absolument absurde qui fait que les procureurs ou les juges, selon le cadre d'enquête, doivent accorder renouveler leur autorisation pour la technique spéciale considérée tous les mois ou tous les 2 mois, selon ce dont on parle. Peu importe les détails, je ne veux pas vous donner la migraine. Et au coup un par un. C'est-à-dire que si vous avez un dossier avec 30 cibles, et pour chaque cible, 5 techniques spéciales d'enquête, eh bien vous avez 150 demandes à renouveler tous les mois ou tous les 2 mois. Autant vous dire que ça prend 1/3 du temps des greffiers, qui en plus peuvent avoir plein de dossiers d'instruction à gérer, etc. Les propositions alignées sur le droit italien ou belge, c'est de dire on ne va plus faire des techniques spéciales d'enquête par technique, mais on va faire des autorisations données aux juges par dossier, avec des audiences devant, par exemple, le JLD tous les 6 mois, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'abus. Et en cas d'abus, des sanctions extrêmement lourdes pour les policiers ou les magistrats qui auront abusé. Et le dossier coffre, c'est l'idée de dire que pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus, il y a un dossier qui donne le détail des techniques spéciales d'enquête qui sont engagées et des infiltrations pour préserver la vie des infiltrés, et que seuls des gens habilités et qui ne sont pas les avocats de la défense au quotidien puissent y avoir accès et qu'ils aient un serment renforcé. Donc moi je pense par exemple qu'il pourrait y avoir au sein de chaque barreau des avocats qui soient désignés pour jouer ce rôle et qui, par leur particulière expérience et leur incontestabilité morale, puissent jouer ce rôle. Et dernier point, avant que Raphaël me balance toutes les foudres qu'il peut avoir quand on parle de ces choses-là, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose que beaucoup de confrères ne savent pas. C'est quand une démocratie est très menacée, ces moyens de concilier la liberté des droits de la défense et l'efficacité et la survie du bien commun, ils ont toujours été réfléchis. Et qu'en Espagne, à l'époque où l'ETA était dans une lutte militaire contre le gouvernement espagnol, il y a quand même eu près de 1000 morts en 20 ans, eh bien figurez-vous que le droit d'être avocat
dans un dossier etara, c'est-à-dire le droit de défendre les Basques, était subordonné à l'inscription préalable de l'avocat sur une liste agréée par le parquet général de Madrid. Pour une raison très simple, c'est que l'ampleur de la cause avait conduit trop d'avocats à franchir la ligne rouge, à apporter des armes en prison, etc., et donc à se mettre à leur tour par pure conviction. Et on voit très bien comment ce genre de choses peut arriver en dehors des règles de la démocratie. Et ça avait été accepté par l'immense majorité des avocats, sauf évidemment par les avocats concernés. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de droit sacré. Il n'y a pas de droit sacré. Il y a des circonstances. Et dans ces circonstances, encore une fois, il faut peser la balance des intérêts. Moi, je pense que l'intérêt de la société et du bien commun doit être systématiquement privilégié sur la somme des intérêts particuliers et qu'il faut être inventif pour permettre malgré tout de la préservation des droits de la défense. Mais pas au prix de l'impuissance de l'État. Parce que l'impuissance de l'État, le coup d'après, c'est le chaos pour tout le monde. Raphaël Kempf, la parole est à la Défense. Merci. En fait, dans ce qui est proposé à l'instant, c'est une atteinte, enfin plusieurs atteintes à plusieurs endroits à des principes, on va dire, consubstantiels, tant de la démocratie que de l'état de droit. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as parlé d'une période de 40 années et tu nous as expliqué qu'il y a eu 40 années de renoncement. J'avoue ne pas avoir très bien compris le sens de ta réflexion sur ce point et le sens de ces 40 années-là. Moi, si je regarde ces 40 années-là du point de vue de l'avocat soucieux des libertés, je vois un mouvement de balancier entre d'un côté l'autoritarisme et de l'autre les libertés, mais qui aujourd'hui penche vers l'autoritarisme, vous l'avez compris. Donc si on prend 40 ans, un tout petit peu plus, 1981, la loi sécurité et liberté, qui est l'un des premiers actes de cet ancrage dans une direction autoritaire, dans le populisme pénal, un retour dans le sens libéral juste après l'élection de Mitterrand en mai 81, qui revient sur un grand nombre de dispositions de la loi sécurité et liberté qui avait été votée juste avant les élections présidentielles, et ensuite un certain nombre de textes qui vont grignoter petit à petit des libertés fondamentales et des droits de la défense. Parmi ces textes, la loi sécurité quotidienne de 2001, qui a créé un dispositif exceptionnel en matière de lutte contre le terrorisme et qui était limité dans le temps et limité à une matière qui était celle de la lutte contre le terrorisme et qui finalement s'est étendue à toutes les matières et est devenu permanent. Ça, c'est quand même une technique tout à fait habituelle qu'on remarque avec les lois d'exception, c'est-à-dire qu'on va faire des lois en disant c'est limité à telle chose et à telle matière et rassurez-vous pour une durée tout à fait déterminée, et finalement on va maintenir dans le temps cette atteinte à des libertés. Donc ça, on le voit avec la loi de 2001. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans les années 2000, il y a eu les différentes lois Perben qui ont grandement porté atteinte aux droits de la défense. Alors à l'époque, je n'avais pas encore prêté serment d'avocat, mais je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'avocats qui s'étaient mobilisés, qui étaient dans la rue pour se battre contre ces lois qui ont été des lois importantes dans l'approfondissement de l'atteinte aux droits de la défense. Et donc, on en a encore aujourd'hui. Bon, j'ai mentionné rapidement tout à l'heure la loi de 2019. On peut mentionner la loi séparatiste qui, sur différents points de procédure pénale et de la loi de la presse, viennent encore limiter les droits de la défense. La loi de programmation de la justice qui, très récemment encore, a étendu les délais de détention provisoire en matière de comparution immédiate, de quelques semaines. Mais on voit que par un empilement de textes, et là je suis en total désaccord avec toi Thibault, il y a un empilement de textes certes, mais c'est parfaitement compréhensible. Et nous comprenons parfaitement que, effectivement, les juges comprennent parfaitement qu'on peut maintenir les gens en prison plus longtemps en détention provisoire, ou que les peines, comme par exemple pour le refus d'obtempérer, ont été alourdies, qu'on peut envoyer les gens en prison pendant plus longtemps, etc. etc. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce que tu proposes à travers les quelques éléments que tu as évoqués, soit la question des dossiers coffres, soit de ces avocats habilités secret défense, je résume rapidement, soit ce que tu avais mentionné auparavant, la possibilité d'interdire à des personnes de se rendre dans certains lieux pendant quelques heures parce qu'ils auraient, je te cite, des intentions violentes. À travers ces différentes propositions, Thibault, tu proposes un approfondissement de l'autoritarisme et un renoncement à la tradition libérale qui nous constitue en tant que, j'allais dire en tant qu'avocat, mais aussi en tant que démocratie. Et j'avoue que ça m'inquiète grandement. C'est-à-dire que venir dire qu'il faut empêcher à des gens de se rendre dans un espace donné pendant une durée donnée, même si c'est que quelques heures au nom du bien public, eh bien, que perd-on collectivement, socialement, en interdisant ces quelques heures-là? Nous perdons
nous perdons quelque chose de fondamental, qui est cette idée qu'on ne préjuge pas des intentions des gens sur la base de rien du tout. Là, on parle d'intentions violentes. Ces intentions violentes ne sont établies par rien du tout. Pour avoir déjà lu, et je pense que tu l'as déjà fait, des fiches S de personnes désignées comme des militants d'ultra-gauche qui avaient des intentions violentes, eh bien, je peux te dire qu'on n'est pas capable de l'établir. C'est un arbitraire policier qui va dire que, par exemple, dans un dossier que j'ai eu à traiter, il s'agissait d'une institutrice de 50 ans, encartée depuis plusieurs décennies au Parti communiste français, enseignante à Calais, qui venait en aide aux migrants et aux exilés dans la jungle de Calais, qui un jour a été une manifestation de soutien à un jeune homme qui était décédé en mer et qui avait dans son sac un opinel, comme elle a toujours un opinel dans son sac, et comme elle est à la manifestation, elle a été, à cause de l'opinel, envoyée en garde à vue, puis ensuite jugée, bon, pas en comparution immédiate, mais elle a une COPJ pour le port d'armes, et pendant cette garde à vue, elle a été, selon des processus qui m'échappent un peu, parce que je n'ai pas accès à tous ces éléments-là qui n'ont pas tous été communiqués, mais elle a été fichée S. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui l'ont fichée comme militante d'ultra-gauche ayant des intentions violentes. Donc voilà ce que tu proposes, Thibault, c'est de donner le droit à des policiers, d'interdire à des gens de se rendre dans un espace et un temps donné, parce qu'ils pourraient avoir des intentions violentes sans que ces intentions ne puissent être discutées ni débattues contradictoirement. Maintenant, sur le dossier Coffre, comme tu dis, qui est en réalité une atteinte grave au principe du contradictoire. C'est-à-dire que c'est cette idée que finalement, dans des dossiers, au pénal, il faudrait que les avocats de la défense et leurs clients n'aient pas accès à certaines informations parce que, de ce que tu as dit, cela pourrait mettre en danger des informateurs. Or, lorsque nous défendons quelqu'un, nous avons besoin de savoir par qui il est mis en cause. Pour savoir si cette mise en cause, ce n'est pas une mise en cause qui est erronée, qui résulte d'une animosité personnelle, d'un désir de vengeance ou que sais-je encore. Nous avons besoin, et ça c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi la Cour européenne des droits de l'homme, sur le droit à contre-interroger un témoin à charge. Donc moi je trouve que nous renonçons à quelque chose d'important si on commence à accepter ces procédures, et je sais que Retailleau est en train de commencer à proposer cette idée-là, qu'il faudrait finalement ne pas ouvrir totalement le contradictoire. Alors moi ça me fait penser à un événement absolument terrible dans l'histoire de notre pays, qui est, vous en rappelez probablement, le premier procès du capitaine Dreyfus, le conseil de guerre qui a conduit à sa déportation à l'île du Diable, son premier procès, où à l'époque le ministre de la guerre, Mercier, il avait le sentiment que peut-être la défense de Dreyfus était solide et que peut-être Dreyfus allait être acquitté. Et on sait à l'époque que la société française était pétrie d'un antisémitisme virulent et qu'il fallait absolument condamner le capitaine Dreyfus. Et donc, le ministre de la guerre a fait communiquer aux magistrats du Conseil de guerre de Paris qui jugeait Dreyfus un dossier secret qui n'a pas été communiqué à la défense. Donc moi, je m'inquiète, mais profondément, de ce que potentiellement nous puissions avoir dans nos lois des procédures qui permettent finalement de reproduire l'une des plus terribles erreurs judiciaires de notre histoire républicaine. Donc oui, je m'oppose fermement à tout ce qui viendrait limiter le principe du contradictoire et la possibilité pour l'avocat d'exercer pleinement sa mission. Ce que je trouve toujours étonnant avec en écoutant l'argumentation que tu développes, mais que tu n'es pas le seul, hein, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'incantation générale et absolue, un peu éthérée, quoique brillante, sur les droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'on dit on ne peut pas toucher aux droits fondamentaux, les droits fondamentaux, etc. Et on oublie que ce qui est en train de se passer, c'est que notre société est attaquée donc, par différents courants et différentes fractures qui vont aboutir, si on ne les laisse pas faire, si on ne s'y oppose pas, à un effondrement qui fera que les droits fondamentaux dont tu parles, ça fera un beau souvenir sur le mur, et encore en ayant assez peu de temps pour le contempler. Donc l'idée, et c'est très compliqué, et c'est un chemin étroit, et je le conçois tout à fait, c'est de trouver la façon de préserver ce qui fait la démocratie française, la démocratie européenne, hein, parce que les problématiques dont on vous parle sont des problématiques que tous les pays d'Europe de l'Ouest rencontrent, de préserver nos libertés fondamentales tout en les défendant de la façon la plus efficace possible. Il y a un point il faut le dire, ça ne va pas faire plaisir à certains d'entre vous et certainement pas à Raphaël, mais qu'aujourd'hui, avec les difficultés économiques et les moyens considérables de la grande criminalité organisée,
il y a des avocats qui peuvent être tentés de violer la loi et leur serment accessoirement pour donner ici des renseignements, là apporter du matériel, etc. Il ne faut pas se leurrer. Ça a toujours existé à la marge. C'est un des grands tabous de notre profession. Le pire dossier que j'ai eu à plaider, où je me suis fait insulter et quasi malmener, y compris par des très grands noms de notre barreau, c'est quand j'ai défendu un syndicat de police qui était attaqué par l'ordre des avocats en diffamation, avec un bâtonnier qui a fait voter la procédure à la fin de son mandat et qui ensuite s'est fait désigner en étant rémunéré pour plaider, tout ça dans le respect évidemment du principe de délicatesse. Et il y a eu plusieurs jours d'audience devant la 17e chambre à Paris, et j'ai vu arriver tout l'aéropage. À l'époque, j'étais jeune avocat, je devais avoir à peu près ton âge de barreau. J'ai vu arriver tout l'aéropage des mecs de l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans de plus, et qui étaient les grands noms des grandes consciences du barreau, qui allaient donner des leçons à tout le monde, et qui, là, se sont conduits avec moi d'une façon que je n'ai jamais vue avant, ni après, dans une salle d'audience. Pourtant, j'en ai vu dans les salles d'audience. Et à tel point que j'ai fini par dire, mais attendez, c'est quoi les défendre tous, là, ces grandes phrases, etc. C'est donc les défendre tous, sauf les policiers. Enfin, c'était un truc tout à fait incroyable. Donc, moi, je pense qu'il faut être lucide et que, encore une fois, il faut que nous puissions collectivement nous défendre. Moi, quand je vous dis ça, je ne vous parle pas uniquement avec une casquette d'avocat. Vous l'avez dit en présentation, ça fait 10 ans que je suis président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et que, donc, est le premier think tank français sur les questions de sécurité et de souveraineté, que nous y travaillons avec tout un tas de professionnels qui travaillent sur ces questions au sens large. Et donc, il y a des avocats, mais évidemment pas seulement. Et que quand je m'exprime, c'est la synthèse de ce que je pense après des échanges qui sont des échanges sinon quotidiens, du moins plusieurs fois par semaine, avec tous les gens qui, dans l'appareil d'État français, au plus haut niveau, mais aussi au niveau local, que ce soit les gens dans les voitures, dans les commissariats en province, dans les gendarmeries, les parquets ou les préfectures, réfléchissent à ces questions. Donc il y a un principe de réalité. Ce que je veux dire, c'est que la vision idéale, c'est celle dont on rêve tous. Mais le monde, il n'est pas comme on aimerait qu'il soit. Il est comme il est, et toute la difficulté, et franchement, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, plus on avance, plus c'est compliqué, c'est de trouver ce chemin de réalisme où on peut préserver notre démocratie, mais sans que la naïveté nous mène à l'impuissance, et ensuite à un changement de droit qui serait pour le coup brutal et tout à fait inacceptable. En parlant de changement de droit, revenons à un sujet d'actualité. Je vous propose que ce soit la dernière question et votre dernier échange avant qu'on donne la parole à la salle. Une récente proposition de loi du député Hugo Bernalicis envisage de supprimer le délit d'apologie du terrorisme. Alors tout ça a été amplement commenté par la classe politique. Peut-être pourriez-vous commenter, on va commencer par vous, Raphaël Kemp, cette proposition de loi et nous donner votre avis sur la question. Naturellement. J'ai aussi beaucoup de choses à dire sur ce que Thibault a dit, mais juste un mot, parce que, et je vais venir à cette proposition de loi, mais parce que je trouve ça assez dommage, enfin, de venir mettre en cause comme ça, de manière générale, un certain nombre de nos confrères et consoeurs qui violeraient allègrement leur serment et la loi de façon générale dans des dossiers de narcotrafic. Je pense que ça pose un problème de faire ça comme ça. Je pense que ça contribue à la détestation dont les avocats peuvent faire l'objet dans l'espace public, et il y a eu les propos d'une magistrate de Marseille devant la commission d'enquête sur le narcotrafic qui, il y a quelques mois à peine, avait mis en cause les avocats dans des termes à peu près similaires à ce que tu viens de dire et qui avait fort heureusement nourri une contestation, une émotion légitime tant du barreau que de l'association des avocats pénalistes. Et je trouve que venir nourrir cet avocat bashing me semble extrêmement problématique. Nous faisons déjà l'objet de critiques constantes, c'est déjà très difficile. Moi, je me suis présenté, mais comme toi, et c'était un peu, je pense que c'est pour ça que l'ordre nous a si gentiment invités, je me suis présenté comme toi aux élections législatives. Pendant ma campagne, donc au mois de juin dernier, j'ai été mis en cause par une personne et non des moindres, parce qu'il s'appelle Bernard-Henri Lévy, qui m'a mis personnellement en cause et qui m'a attaqué personnellement parce que j'ai été l'avocat d'un des accusés au procès des attentats du 13 novembre.
Donc on voit que même chez un écrivain qui est très réputé, qui est un philosophe connu, avec qui on peut avoir des désaccords majeurs, et ils sont nombreux, il n'y a pas de débat, mais même chez quelqu'un comme ça, on voit qu'on met en cause un avocat par rapport au client qu'il défend. Donc je sais que c'est pas ce que tu as dit, mais ça contribue de la critique virulente de l'espèce d'immoralité des avocats. Lorsque des avocats malheureusement franchissent la ligne rouge, eh bien, nous l'avons vu avec deux de nos confrères l'année dernière, eh bien, ils font l'objet de procédures en correctionnel, et ils peuvent être, d'ailleurs ils l'ont été, mais ils sont toujours présumés innocents parce qu'ils ont fait appel, ils peuvent être condamnés. Moi-même, je fais l'objet d'une procédure pour outrage à l'endroit d'une directrice de prison. Je pense que ça n'ira pas plus loin. Je ne pense pas avoir franchi la ligne rouge. Je pense avoir fait mon métier. Et tout ça, je m'en expliquerai le moment venu. Mais ce que je veux dire, c'est que ça contribue à une forme de critique assez forte et illégitime de l'avocat. Maintenant, pour répondre à ta question, sur la question de l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme. Eh bien, moi, je considère que cette proposition de loi n'allait pas assez loin, parce que cette proposition de loi avait pour effet de supprimer le délit d'apologie du terrorisme, mais ne supprimait pas les autres délits d'apologie, c'est-à-dire les apologies de crimes, ou les apologies de crimes de guerre, ou des apologies de crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, qui sont des crimes, des délits, enfin l'apologie de ces crimes, ce sont des apologies que nous trouvons dans la loi de 1880. Je considère que toutes les apologies doivent être abrogées et que notre droit ne doit pas punir l'apologie. L'apologie, c'est quoi? C'est le fait de présenter sous un jour favorable une infraction pénale, un crime ou un délit déterminé. Ce n'est pas, et la distinction est importante et me semble-t-il a été oubliée dans les débats que nous avons connus la semaine dernière, ce n'est pas la provocation. La provocation qui est l'appel à commettre une infraction, et c'est le message qui place le spectateur, l'auditeur, le lecteur du message dans un état d'esprit propice au crime. Ça, la provocation, je n'ai pas de difficulté avec ça, je n'y touche pas. Mais par contre, il faut se souvenir que le législateur, en 1881, on relit les travaux parlementaires de la grande loi de 1881, il décide, parce qu'il y avait déjà des apologies qui existaient auparavant, il décide d'abroger les apologies de faits qualifiés crimes ou délits. À l'époque, on ne parlait pas d'apologie du terrorisme, ça n'existait pas. Mais finalement, cette proposition de loi, elle ne fait que refaire ce que les grands républicains de 1881 dans la loi sur la presse ont fait, à savoir l'abrogation des délits d'apologie. Et pourquoi ils disaient ça? Parce que si on punit l'apologie, on va punir des opinions qui sont contraires à l'opinion majoritaire, à l'opinion du gouvernement, et ça va donner au gouvernement un outil qui est, je veux dire, trop grave, trop dangereux dans une démocratie, car il pourrait permettre de poursuivre et d'embastiller des personnes avec qui on n'est pas d'accord, parce que à certains moments de l'histoire, venir faire l'apologie d'opinions dissidentes, comme par exemple l'anarchie, qui est une théorie politique et une opinion politique, on peut apprécier ou pas, mais peu importe, là n'est pas la question, pouvait être considérée comme l'apologie de crimes. Donc on voit bien le danger qu'il y a pour la liberté d'expression, pour la liberté politique et pour la démocratie à punir les apologies. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que cette loi n'allait pas assez loin. Alors le terrorisme, c'est pas de pas être d'accord avec le gouvernement, sinon il y aurait beaucoup de terroristes en France. J'ai lu attentivement le projet, et ce qui est très intéressant, c'est que le LFI, donc Hugo Bernalicis, puisque c'est celui qui a déposé cette proposition, il dit qu'on doit supprimer l'apologie du terrorisme, et en tout cas pour tout ce qui se passe à l'étranger. Et il fait ouvertement référence dans les motifs d'explication au Hamas. Donc, LFI parle à son électorat de façon totalement décomplexée et fait une opération dont je me permets de vous dire, en ayant traversé la rue pour venir du procès de la fine équipe qui a abouti à la décapitation de Samuel Paty, que je la trouve particulièrement déplacée, à la fois dans les termes et dans le calendrier. Une fois qu'on a dit ça, le point de droit, l'apologie du terrorisme, c'est-à-dire l'apologie
du crime ou délit, parce qu'il y a des crimes et des délits terroristes qui sont dans le chapitre consacré au terrorisme avec une définition propre dans le code pénal, je vous fais grâce des détails juridiques, c'est quelque chose de très particulier. Et la grande différence, parce que l'argument qu'on a entendu sur les plateaux, là tu as fait une analyse juridique parce qu'on est entre juristes, mais sur les plateaux, les députés LFI notamment ont dit « Ah mais on veut pas du tout la supprimer, on veut simplement que ce soit à nouveau dans le droit de la presse, donc la loi de 1881 ». Alors là, quand on dit ça, si on connaît pas, on dit « ouais, pourquoi pas, après tout, ah bah oui, si c'était comme ça avant ». Sauf que, mes amis, quel est l'intérêt d'avoir un délit d'apologie du terrorisme? C'est de permettre la mise en œuvre de techniques d'enquête qui ne sont pas possibles sous l'empire de la loi de 1881. Sous la loi de 1881, il y a que le parquet ne peut pas engager de poursuite, sauf dans des cas très particuliers, et il y a des prescriptions très courtes, il n'y a pas d'enquête de police, etc. Bref, ce serait extrêmement simple, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'enquête. Alors que le délit d'apologie du terrorisme est un des outils efficaces dans la lutte actuelle contre les différentes organisations ou groupes terroristes, y compris, je vous signale, parce qu'on n'ait pas l'impression de parler toujours des mêmes, de l'ultra-droite, puisque l'un des plus gros dossiers concernant l'ultra-droite est parti avec au début un dossier d'apologie du terrorisme. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des gens qui font pas, et tu as raison, pas de provocation, mais qui magnifient des actes terroristes commis ici ou là. Et ce qu'on ne pourrait pas faire avec la loi de 81, on peut faire des perquisitions. Et quand on fait des perquisitions chez des gens qui n'ont pas forcément le cortex aussi bien fait qu'un avocat qui a fait 5 ou 6 années d'études, eh ben on trouve des choses. Et à ce moment-là, la procédure en apologie de terrorisme permet d'ouvrir vers des choses qui auraient abouti à des projets portant atteinte à la sécurité de nos concitoyens et visant à déstabiliser l'État. Donc l'apologie du terrorisme, c'est un outil efficace, et il n'y en a pas tant que ça, dans la lutte antiterroriste. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on en revient, et je finis par ça, ça dépend, une fois de plus, ça dépend des magistrats. C'est-à-dire que vous avez, si on a affaire à un jeune, je ne veux pas compliquer avec les mineurs, mais de 18 ans et demi, qui a 2 de tension et qui a fait un tweet un peu bébête, et ben ça va très bien se passer devant le tribunal correctionnel. Vous voyez, on fait bien les juges savent encore faire la différence, surtout quand ils sont excellemment défendus par des avocats comme Raphaël. Donc il n'y a aucun problème démocratique autour de ce délit. Et au risque de se fâcher alors qu'on avait jusque-là parfaitement réussi, je finis par là où j'ai commencé, c'est que ce texte est un clin d'œil totalement assumé, vu la façon dont LFI se comporte sur ce sujet par ailleurs, à l'électorat, qui est également dragué par des gens comme Rima Hassan, etc. Il faut répondre parce que je trouve que ces propos, je le dis, sont absolument inacceptables. On ne peut pas venir attaquer une proposition de loi qui, s'inscrit, j'espère l'avoir démontré, dans une tradition républicaine, dans une tradition française liée à la liberté d'expression, comme un clin d'œil à qui que ce soit. Enfin, vraiment, là, je trouve que c'est ahurissant et c'est mal connaître les opinions, les positions qui ont été portées, je ne parle pas de LFI, mais du nouveau Front Populaire, dont LFI fait partie, et que j'ai porté notamment pendant la campagne législative. J'ai porté justement des réflexions sur la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre les discours de haine, et une réflexion sur quel devait être le rôle de la justice et la manière dont on pouvait et on devait sérieusement lutter contre ces agissements. Je trouve que ces raccourcis-là sont absolument intolérables et ne sont pas à la hauteur du travail militant qui a été fait par de nombreuses personnes sur le terrain et de tous les partis qui compose le nouveau Front Populaire. Et je tiens à le dire, parce que j'ai aussi été invité, parce que je le répète encore une fois, mais c'est important, qu'est-ce qui fait qu'un avocat, à un moment donné, va s'engager en politique? Qu'est-ce qui fait que moi, au mois de juin, je décide de proposer au nouveau Front Populaire ma candidature aux élections législatives? Eh bien, c'est évidemment, tout d'abord, le constat de la puissance, et c'est malheureux, enfin, de l'extrême droite dans ce pays. C'est mes convictions, vous n'êtes pas obligé de les partager, mais vous pouvez comprendre le cheminement qui a été le mien, à savoir, je vois l'extrême droite à ce niveau-là, je suis profondément inquiet, je vois qu'il y a un accord entre différents partis de gauche qui se mettent ensemble, c'est ma famille politique, donc j'y vais. Et je vais me battre, et il y a des militants et des militantes de
tous les partis politiques de la gauche qui, dans cette circonscription à Paris, parce qu'on est dedans, hein, c'est 1er, 2e, 8e et 9e arrondissement, se sont fait traiter d'antisémites tous les jours, tandis que moi, vous l'avez compris, je me faisais traiter de complice des terroristes par Bernard-Henri Lévy et d'autres personnes. Donc c'était absolument insupportable. Maintenant, sur cette proposition de loi, tu as donné un exemple de dossier d'ultra-droite. Je ne connais pas ce dossier, j'aimerais bien juger sur pièce. Moi, ce que je sais, c'est que dans les dossiers que j'ai à traiter en matière de terrorisme dit islamiste ou de terrorisme dit d'ultra-gauche ou dit kurde, etc., je ne vois jamais un dossier qui commence par de l'apologie. Le seul, à la limite, que j'ai pu voir commencer par une infraction liée à l'abus de la liberté d'expression, c'était un dossier de provocation. Donc là, c'est quand même intéressant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va dans la distinction, la proposition de distinction que je faisais tout à l'heure, qui me semble absolument capitale. Maintenant, sur le débat, c'est effectivement loi de 80 ou code pénal, qui est un autre débat, qui est un débat important. Et Thibault, je te remercie, parce que là, pour le coup, tu as donné des arguments sur ce débat précis que nous n'entendions pas sur les plateaux de télévision ou la semaine dernière, où malheureusement, parce que cette proposition venait de LFI, eh bien, on a préféré taper sur LFI plutôt que d'avoir un débat important sur des questions de droit de la presse ou de droit pénal. Je veux dire, les arguments que tu proposes, où tu dis il vaut mieux que le délit d'apologie du terrorisme soit dans le code pénal. Moi, je dis, et je vais dire dans un instant pourquoi il vaut mieux, si on n'arrive pas à l'abroger, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans la loi de 81. Eh bien, ce débat, qui est un débat important, eh bien, au cours de la semaine dernière, nous ne l'avons pas eu. Parce que les journalistes ont préféré dire « Ah non, mais c'est LFI avec les arguments que tu as utilisés tout à l'heure ». Alors que c'est quand même une loi qui est portée par Ugo Bernalicis, que par transparence ici, je le dis, je suis son avocat dans quelques affaires qu'il a, je le dis parce qu'il faut prévenir de ses conflits d'intérêts ou quoi, mais vous avez vu, je suis en... Tu es pardonné. Comment ? Tu es pardonné. Non, mais c'est pas une question de pardonner ou pas. Mais ce que je veux dire, vous avez vu les points de désaccord que j'avais avec Ugo Bernalicis sur cette loi. Néanmoins, ce que je vois, c'est que Ugo Bernalicis, c'est un député LFI qui porte au quotidien des questions de liberté publique, des questions de défense des conditions de détention. C'est quelqu'un qui était invité ici il y a 15 jours pour parler de la surpopulation carcérale dans ce même amphithéâtre. Et malheureusement, on a caricaturé sa proposition et on n'a pas eu le débat, qui est un débat important, à savoir pourquoi il vaut mieux rester dans la loi de 1881. Eh bien, la réponse est, à l'instar d'un grand nombre de nos confrères spécialistes du droit de la presse, comme Christophe Bigot, par exemple, qui a pris un peu la parole sur cette question-là, mais il a été totalement inaudible, malheureusement. Oui, il vaut mieux rester dans la loi de 1881 parce que c'est le régime très spécifique de la liberté d'expression. Et l'apologie, quelle que soit l'apologie d'un crime, de tel crime, ou tu peux dire avec des trémolos dans la voix que l'apologie du terrorisme c'est très grave parce que le terrorisme c'est très grave. On pourrait avoir les mêmes trémolos dans la voix si on parlait d'apologie de crimes de meurtre, l'apologie de tout un tas de crimes divers et variés qui sont prévus dans la loi de 80. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de se rendre compte qu'on est dans le champ de l'expression et de l'abus de l'expression. Et je ne nie pas que certains abus de l'expression doivent et peuvent être, dans certaines conditions, punis, mais l'équilibre auquel nous sommes arrivés dans le droit français, c'est cette idée qu'effectivement, il faut punir avec des règles un peu strictes, mais pour ne pas juger en comparution immédiate. Parce que l'effet d'avoir mis l'apologie du terrorisme dans la loi, dans le code pénal en 2014 avec la loi Cazeneuve, et de permettre que des gens soient placés en garde à vue pour des apologies, soient ensuite jugés en comparution immédiate dans des conditions qui sont absolument détestables, où on n'a pas le temps de venir expliquer le sens des mots, le sens de ce qu'on a voulu dire, des choses qui prennent du temps à la 17e chambre et qui permettent de démontrer qu'on était dans les limites admissibles de la liberté d'expression. Eh bien, en faisant ça, et en défendant cette proposition de loi, malgré le désaccord mineur que j'ai avec cette proposition, vous comprenez que je me situe dans le champ de la défense de la liberté d'expression et d'une juste manière de réprimer les abus de la liberté d'expression. Je pense que nos amis ont envie de nous poser des questions. Vous avez tout dit. Merci à tous les deux, mais ce n'est pas fini. Nous avons quelques minutes pour prendre des questions dans la salle. Je vois déjà un bras qui se lève. Deux. Monsieur, monsieur, vous. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut porter le micro? Super. Le monsieur. Merci. Jacques Willy, avocat. Vous avez évoqué, M. Kempf, la qualité d'avocat et le fait que l'image de l'avocat se dégrade de plus en plus.
Vous avez parlé du XVIIIe siècle et Voltaire disait que l'état d'avocat est le plus bel état du monde et que lui avait toujours rêvé d'être avocat. L'état d'avocat, c'est un peu particulier dans le cadre de la procédure pénale. Parce que dans une procédure pénale telle qu'elle existe en France, nous sommes dans une procédure inquisitoire. Et dans une procédure inquisitoire, culturellement parlant, l'avocat n'a aucun rôle, n'a aucune place. Il peut faire plaisir à son client, mais dans une procédure inquisitoire, c'est le juge qui décide de tout. Et le but de l'opération, ça serait de passer d'une procédure inquisitoire vers une procédure accusatoire. On l'a fait en Italie, il y a déjà une bonne vingtaine d'années, on l'a fait en Allemagne, et c'est un des moyens, bien évidemment, de rétablir l'équilibre dont vous parliez, l'équilibre de la contradiction. Et un avocat n'a véritablement d'existence que dans une procédure accusatoire. Dans une procédure inquisitoire, nada. Alors on a rajouté dans notre procédure inquisitoire des greffons. D'accusatoire, on a fait rentrer l'avocat dans le bureau du juge d'instruction. On a organisé le débat contradictoire. On a procédé à une dichotomie entre la procédure, l'instruction et la question de la détention. Mais on n'en demeure pas moins culturellement dans le cadre d'une procédure inquisitoire. Et tant qu'on n'aura pas modifié cette notion de procédure pénale inquisitoire, on n'aura rien changé. C'est Mme Delmas-Marty qui avait planché là-dessus et qui avait fait un pré-rapport en matière de procédure pénale. Et elle avait établi que plus on était en dictature, plus on avait des procédures inquisitoires. Et l'inverse, plus on était en des démocraties, et plus on était sur des procédures accusatoires. Et donc la question qui pourrait peut-être se poser avant toute chose, c'est de savoir si on peut passer d'une procédure inquisitoire à une procédure accusatoire. Merci confrère. Je vous propose qu'on prenne plusieurs questions et nos deux invités y répondront successivement. Je crois que madame, vous aviez levé la main aussi, juste ici. Pardon. Marilyn Agege, j'ai prêté serment en 1976. Je pense que je n'ai jamais eu le souci de me souvenir des termes précis de mon serment pour défendre tous mes clients. J'ai fait du pénal et puis ensuite j'ai mal tourné, j'ai fait du social. Mais je vous entends et je suis sidérée. Je suis sidérée par une chose. Vous parlez des lois comme si les lois étaient générées spontanément, comme s'il n'y avait pas des votes, comme s'il n'y avait pas des députés. Je croyais que vous alliez dire que vous étiez engagé en politique parce que, à un moment donné, et je pense que je ne suis pas la seule, on a tous eu envie de passer de l'autre côté, plutôt que d'appliquer la loi, plutôt que d'être auxiliaire de justice, plutôt que d'être à côté, devant, derrière le magistrat pour lui dire cette loi-là, pour ce client-là qui est le mien, vous devez l'appliquer ainsi, plutôt que de faire bouger la jurisprudence. On a envie de passer de l'autre côté, on a envie de les écrire. Après, moi, j'ai eu la flemme. Vous ne l'avez pas eu. Mais comment se fait-il que vous parliez des lois comme si c'était de la génération spontanée, comme si elles n'étaient pas le reflet de notre modeste situation de citoyens qui avons voté? C'est la question que je vous pose, parce que vous êtes jeune. Y a-t-il une troisième question? Oui, tiens, pourquoi pas. Cautionnez-vous le silence ordinal, saisissant, assourdissant, dans le champ de la critique des corps d'inspection de police et de gendarmerie, notamment dans leur aspect de consanguinité? Raphaël Kempf. Oui, alors, consoeur, je vais profiter de cette question qui me touche beaucoup et je vous remercie de l'avoir posée. En vérité, je vous rejoins totalement, mais j'ai pas eu, à vrai dire, dans la vivacité de nos échanges, l'occasion d'insister sur ce point-là. Mais il est vrai que la réflexion qui est la mienne depuis longtemps sur la manière dont sont fabriquées les lois résulte de mon expérience comme avocat et de la manière dont les lois sont appliquées. Et le premier livre que j'ai écrit et qui a été mentionné par Antoine Lafont tout à l'heure, Ennemi d'État, résulte de la découverte aux archives de la Bibliothèque nationale de France, lorsque j'étais jeune avocat, d'un texte assez méconnu de Léon Blum,
qu'il avait signé sous pseudonyme. Enfin, il avait écrit Un juriste, parce qu'à l'époque, il était jeune, on était en 1898, quelque chose comme ça, ou 17. Il avait écrit un texte contre les lois scélérates qui avait justement recréé le délit d'apologie dont on parlait tout à l'heure. Et il a signé ce texte, qui est un texte qui décortique très précisément la manière dont a été fabriquée cette loi. Enfin, dont ont été fabriquées ces lois, parce qu'en l'occurrence, il parle de 3 lois. Donc, j'ai été fasciné par une littérature d'un homme extraordinaire, enfin Léon Blum, qui a une plume extraordinaire, un juriste en plus, qui a été engagé toute sa vie, et dont la figure ressort un peu grâce à des documentaires, des podcasts et des livres, etc. Donc voilà, j'ai été fasciné par ce type de littérature, qui est une littérature de l'engagement, de l'instant, et une littérature du droit aussi, et de la loi. Donc, pour répondre à votre question, oui, enfin c'est pas vraiment une question, c'est une remarque, oui, je souhaite aussi, à un moment donné dans mon existence, contribuer à rédiger, à fabriquer la loi pour qu'elle soit plus conforme aux idéaux que j'essaie de défendre comme avocat, mais aussi dans l'espace public. Rapidement sur les autres questions, sur la question de la procédure inquisitoire ou accusatoire, alors c'est vrai que c'est un débat qui pourrait nous emmener dans extrêmement loin, mais c'est vrai que moi je suis évidemment tout à fait favorable à ce qu'on rajoute toujours plus d'accusatoire dans notre procédure, et je trouve que, mais ça c'est vraiment une technique d'avocat pénaliste que moi j'ai développée à titre personnel, je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, mais c'est comme ça que je travaille. J'ai toujours eu le sentiment que nous n'arrivions à convaincre des magistrats de la justesse de notre cause qu'en apportant au juge, que ce soit le juge d'instruction ou plus tard le tribunal correctionnel, des éléments auxquels il n'avait pas accès ou qu'il n'avait pas vu à travers sa propre enquête. Donc c'est en ça que je pense qu'il est important que nous, avocats, nous puissions développer des modalités, quasiment des modalités d'investigation ou d'enquête. C'est-à-dire que nous devons commencer à pouvoir mener des investigations, mais quand je dis mener des investigations, ça veut parfois se limiter à faire des recherches sociologiques, historiques, géopolitiques et apporter des éléments qu'on ne voit pas en procédure. Et je jalouse beaucoup, à titre personnel, les avocats américains qui sont assistés d'un certain nombre d'enquêteurs qui vont pouvoir rechercher des preuves par eux-mêmes. Mais voilà, le débat entre inquisitoire et accusatoire peut nous mener très loin. Maintenant, sur la question des corps d'inspection de l'IGPN et l'IGGN, c'est vrai que j'avoue ne pas savoir ce que dit ou pas l'ordre sur ces questions, et si tel est le cas, mais peut-être que je serai contredit dans un instant, eh bien je ne peux que le regretter, parce que la question de l'IGPN est évidemment, que je connais mieux que l'IGGN, à vrai dire, est une question qui m'importe beaucoup, parce que j'ai l'impression que dans les dossiers, et je sais que je serai probablement contredit dans un instant, mais dans les dossiers que j'ai à traiter liés à des violences imputables à des fonctionnaires de police, eh bien, je considère que l'IGPN ne fait pas sérieusement son travail. Et je vais donner au moins un exemple, et peut-être deux si j'ai le temps. Le premier exemple est celui du rapport final de Jacques Toubon lorsqu'il était défenseur des droits, et vous savez qu'il a quitté ses fonctions il y a 3 ans, je dirais, de mémoire, après un mandat de plusieurs années. Et il dit qu'au cours de son mandat, il a examiné un grand nombre de cas de violences illégitimes imputables aux forces de l'ordre, et qu'il avait conclu que dans 36 cas, il y avait un usage soit qui n'était pas nécessaire, soit qui n'était pas proportionné de la force. Et il avait demandé dans ces 36 cas qu'il y ait des sanctions disciplinaires qui soient prononcées à l'égard de ces agents de police. Et il a écrit dans son rapport que sur ces 36 demandes de sanctions, il n'y en a eu aucune. Or, c'est l'IGPN dans ses fonctions, on va dire, administratives, qui est chargé de construire des dossiers et de proposer à son autorité tutelle par la suite de prononcer des sanctions. Donc on voit effectivement un décalage majeur entre le regard que peut avoir une institution indépendante comme le défenseur des droits sur des cas d'usage illégitime de la force, et le regard que peut avoir une institution qui est une institution interne comme l'IGPN sur les cas de violence illégitime imputables aux forces de l'ordre. Deuxième exemple. Dans un dossier que j'ai eu à traiter, où il s'agissait d'un homme qui se plaignait au cours d'une manifestation d'avoir été matraqué par
un policier CRS qui était masqué. Or, sur les vidéos, on constate qu'il est entouré par 3 policiers et nous ne savons pas lequel de ces 3 policiers lui donne le coup de matraque. Nous savons parfaitement, parce que nous sommes pénalistes, que dans un cas de violence qui est imputable à des citoyens contre des tiers ou contre des policiers, eh bien, s'il y a 3 personnes qui sont présentes et il y a un seul qui donne un coup et que nous ne savons pas qui a donné ce coup, eh bien, vous savez comme moi que les 3 seront condamnés par application de la théorie jurisprudentielle de la scène unique de violence. Dans ce dossier, où l'enquête a été menée par l'IGPN. L'IGPN a été incapable de déterminer lequel de ces 3 CRS, parce qu'ils étaient masqués, avait donné le coup de matraque. Et donc on voit, je pense que, enfin moi j'ai vu dans ce dossier, dans cet exemple précis, que l'IGPN n'a pas fait son travail pour déterminer, à la suite d'enquêtes solides, lequel avait effectivement commis cette infraction pénale. Eh bien, finalement, l'IGPN n'a pas fait son travail, et ensuite le juge d'instruction n'a pas fait application de la théorie de la scène unique de violence. Doutez-vous bien, et j'en aurais terminé par là, que j'ai évidemment, à la suite du non-lieu qui m'a été opposé, fait un appel et que je soutiendrai l'application de la théorie de la scène unique de violence devant la Chambre de l'instruction lorsque ce dossier sera appelé à l'audience. Thibault de Montbrial, vous avez le mot de la fin.